bien dans son job, on parle d'un sujet tabou aujourd'hui. Alors tout le monde en parle, on en parle depuis que le monde du travail existe, le placard. Vous savez, lui a été placardisé. Souvent, on parle de quelqu'un qui a plus de 45 ans, voire 50, mais pas de chiffres. Et c'est souvent sous le manteau qu'on évoque ces sujets. Et justement, Franck Morel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci avocat associé chez Flichy Granger Avocat, et vous êtes un des membres éminents de l'Institut Montaigne. Et c'est vous qui soulevez, à travers une étude passionnante de l'Institut Montaigne, vous levez un coin de voile. D'abord, même vous, en préparant cette note, cette étude, vous êtes aperçu qu'en fait, c'était un sujet dont tout le monde parlait, mais qu'il n'y avait rien de tangible, rien de concret. Absolument. C'est un sujet dont pas tant tout le monde que cela ne parlait d'ailleurs. C'est quelque chose dont on parlait peut-être dans des discussions machine à café, mais quand vous regardiez un petit peu ce qui avait été écrit sur le sujet, s'il y avait eu des publications, s'il y avait eu des études, si même dans les médias ou dans les quotidiens, il y avait quelque chose de ce type qui était évoqué, on se rendait compte que ce n'était pas du tout le cas et que c'était un sujet éminemment tabou. Et dans les premiers questionnements que j'ai pu avoir avec des DRH, avec des salariés, etc., je me suis rendu compte que ce tabou persistait. C'est-à-dire que d'un côté, on pouvait considérer que on ne voulait pas en parler parce qu'il y avait une forme de honte, peut-être, à ressentir parfois ce type de situation. Ah oui, on est mis de côté, on est mis de côté, ça, hein. Donc je dirais, on met la poussière un peu sous le tapis, hein, on laisse le truc pas visible. Il ne se plaigne pas, il est payé, mais il ne fait rien. Exactement. Et puis du côté de l'entreprise, on avait du mal à admettre que ce type de situation pouvait exister, on les désignait sous une autre forme, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet et qu'il était nécessaire de briser ce tabou. Franck, quand même, l'Institut Montaigne évalue, alors encore une fois, c'est une évaluation pour les raisons que vous évoquez, à 200 000 le nombre de personnes, là je vous cite, punies à ne rien faire, ou presque tout en restant payées, oui. Et les salaires versés et les dépenses d'assurance maladie représentent, alors là le chiffre est colossal, 10 milliards par an. Absolument. Alors déjà, comment la méthode pour évaluer ces 200 000 ? Parce que quand on parle d'un phénomène, il faut le définir. Et donc, j'ai voulu d'abord définir qu'est-ce que c'est la placardisation, qu'est-ce que c'est être mis au placard. Et au regard des phénomènes qu'on peut observer, j'ai dégagé 4 critères qui me permettent d'appréhender le phénomène. 1, des tâches qui n'ont pas de sens. 2, des tâches inintéressantes. 3, une faible quantité de travail. Et puis enfin, il y a 2 autres critères, ça fait 5, le retrait du collectif de travail et une hiérarchie qui ne se préoccupe pas de l'intéressé. Et donc, sur la base de ces critères, à partir d'un sondage qui était fait par l'Institut Kantar auprès d'un certain nombre d'actifs, eh bien, on a pu, au regard des réponses par rapport à ces questionnements, voir quelle était la proportion des personnes qui, sur ces 5 critères, ou sur au moins 4 de ces 5 critères, ont répondu négativement. On va les voir, hein, les 5 caractéristiques d'un placard: l'absence de sens, le retrait du collectif, l'absence d'intérêt et de rares tâches, une charge de travail extrêmement faible, voire inexistence, et une absence de suivi par la hiérarchie directe. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous évaluez un coût à 10 milliards, oui. Et la conséquence de tout cela, et là elle est tragique, oui. C'est qu'elle a un coût pour la sécurité sociale, parce que derrière on a des salariés cassés, évidemment. Dépressifs. Bien sûr. C'est ça l'enjeu. C'est perdant-perdant, si vous voulez. C'est perdant pour le salarié, parce que certes, il est payé à rien faire, mais justement, il va très très mal le vivre, parce qu'il aura un sentiment d'inutilité, un sentiment d'ennui. Alors, on parle parfois du phénomène de bore-out, mais bore-out, c'est s'ennuyer. Donc là, c'est beaucoup plus que s'ennuyer. On s'ennuie parce qu'on n'a vraiment rien à faire et on est mis de côté. Et puis pour l'entreprise, c'est coûteux non seulement parce qu'évidemment, l'entreprise va payer quelqu'un à ne rien faire, mais c'est coûteux aussi parce que ça déstructure potentiellement l'organisation. Et puis c'est coûteux pour la société. Alors l'essentiel du c'est honteux, excusez-moi de le dire abruptement, c'est honteux qu'une entreprise traite un salarié. Et c'est pas légitime, absolument, c'est pas légitime. Et l'essentiel du coût, il est constitué par la masse salariale. C'est-à-dire, c'est d'abord le coût des rémunérations et des charges sociales correspondantes, pour les personnes concernées. Et puis évidemment, il y a le coût pour l'assurance maladie, des arrêts qui en résultent. Alors après, vous me direz, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, les contre-mesures, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'il y a 2 types de mesures qui sont susceptibles d'être prises. D'abord, il faut avoir conscience d'une chose. Je ne vais pas, aujourd'hui, sur ce plateau, arriver en disant j'ai une baguette magique et demain matin, il n'y aura plus un seul placardisé. C'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'on en parle. Francis Weber en avait parlé dans un film. Hein. Exactement. Donc, c'est un sujet complexe et c'est un sujet qui ne va pas se régler en un tour de main. Mais, premier élément, je pense que déjà, nommer le phénomène, en parler et ne pas hésiter à en parler dans l'entreprise, à travers notamment le dialogue avec les représentants du personnel, les entretiens, etc. C'est déjà un début
de cheminement vers la solution. Ça, c'est un premier Attendez, le point. DRH, quand il est interpellé, c'est arrivé. Hein, c'est le représentant, le délégué ou l'ami va vers le DRH et le DRH lui répond bah écoute, Ouais. même c'est que si on le vire, ça nous coûte trop cher. Bien sûr. Donc on va attendre la fin. Bien sûr. C'est ça qu'il vous répond. Ça va être une des raisons, c'est pas forcément la seule, mais Il y en a ça peut d'autres être. Oui, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir aussi le fait de se dire, on ne perd pas complètement l'espoir d'utiliser les compétences de l'intéressé. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lui, mais peut-être dans l'avenir. Donc là, c'est le cas de le dire, on aura le range besoin au de lui. placard et puis on le sortira quand Exactement, on on en le sortira quand on en aura besoin. On peut avoir ça, on peut avoir un sujet image, pas forcément coût, mais un sujet image. Ça se fait pas de licencier. Voilà, on a quantité de préoccupations diverses qui peuvent intervenir. Donc, premièrement, en parler, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Deuxièmement, s'agissant des seniors, j'ai formulé dans la note que vous évoquiez tout à l'heure pour l'Institut Montaigne un certain nombre de préconisations. Et l'une d'entre elles vise à traiter un phénomène qui a été désigné par des chercheurs. Vous savez, c'est le principe de Peter. Le principe de Peter, c'est le fait que on va arriver à un moment donné à la promo de trop, entre guillemets. C'est-à-dire, on est très bon, on est très compétent. Le mais combat de trop. On est très compétent dans son job actuel, mais on ne va pas forcément l'être dans le job sur lequel on a été promu. Et donc, il faut briser le tabou, là aussi c'est un autre tabou, selon lequel une carrière est forcément linéaire et ascendante. Toujours en dans le temps. progression, bien sûr. Voilà. Et donc, si une carrière n'est pas forcément toujours linéaire et ascendante, Ça, c'est un eh sujet. ben, il faut des outils pour gérer la fin de carrière. Donc, en Voilà. fait, ce que vous nous dites, il nous reste peu de temps, mais c'est que l'évolution d'une carrière ne passe pas par la promotion. On peut faire une proposition en disant, Oui. écoute, tu seras très bien dans cet espace. Alors, c'est pas une promotion hiérarchique, mais tu vas t'épanouir. Exactement, et ça ne sera pas forcément mieux payé, le temps de travail ne sera pas forcément plus élevé, il pourra être moins élevé, donc il faut des outils pour Mais on ne gérer peut pas ça. te faire monter. Et on ne peut pas te faire monter. Mais dans ce cas, il faut avoir le courage, la franchise, et puis c'est ça, c'est gagnant-gagnant, malgré tout, in fine, d'aborder, de faire face à la situation. Et pour ça, il faut des outils, ça fait partie des choses que je propose. Lisez donc cette étude de l'Institut Montaigne, parce que c'est un vrai tabou avec des chiffres pour la première fois que l'on découvre. Alors, évidemment, qui sont des évaluations, ça peut être un Oui, peu bien plus, sûr. hein, c'est évidemment, mais sur la base d'un sondage Kantar, Oui. à découvrir une étude avec aussi des mesures, des propositions Absolument. concrètes faites par l'avocat que vous êtes. Merci Franck Morel. Merci à vous. De savoir rendu visite, avocat chez Flichy-Granger, et étude évidemment à découvrir sur l'Institut Montaigne, papier et évidemment en numérique aussi. Merci de nous avoir rendu visite. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre cabinet d'avocat, mais là on va parler d'un sujet de société, sociétal, la présence d'animaux de compagnie. J'ai vu que des avocats, ça m'est arrivé de pousser la porte de cabinet, où l'avocate qui me recevait avait son labrador au pied du bureau. Ben justement, on en parle avec Caroline Ricross.